It's not optional for us to reduce the federal expenses. It's essential. It's essential for America to remain solvent as a country. We've got a $2 trillion deficit, and if we don't do something about this deficit, the country's going bankrupt. C'était une allocution un peu inusitée d'Elon Musk cet après-midi à la Maison-Blanche. Le responsable de l'efficacité gouvernementale de Donald Trump a justifié ses efforts pour réduire les effectifs de l'État et diminuer les dépenses de la fonction publique. L'homme le plus riche du monde mise notamment sur l'intelligence artificielle pour optimiser le fonctionnement du gouvernement. Il a d'ailleurs fait une offre, plus de 100 milliards de dollars. C'est ce qu'il a offert pour mettre la main sur OpenAI, une offre qui a aussitôt été rejetée par le concepteur de ChatGPT. OpenAI is not for sale. The OpenAI mission is not for sale. I think he's probably just trying to slow us down. He obviously is a competitor. He's working hard and he's raised a lot of money for XAI, and they're trying to compete with us. I wish he would just compete by building a better product, but I think there's been a lot of tactics. I don't think he's like a happy person. I do feel for him. Alors, j'en parle maintenant avec Jean-Philippe Descaries-Mathieu, qui est spécialiste en risques technologiques et analyste principal chez Cyber-Québec. Bonsoir, Jean-Philippe. Bonsoir. Alors, Elon Musk, qui voulait acheter OpenAI, 100 milliards de dollars quand même, une très grosse transaction, mais OpenAI qui n'est même pas à vendre, en fait. Qu'est-ce qu'il y avait derrière cette offre hostile? C'est de la spéculation, évidemment, mais il ne faut pas oublier, premièrement, Elon Musk, c'est un des premiers investisseurs d'OpenAI à l'époque, il y a quelques années. Oui, il y a un historique entre les deux, avec Sam Altman. Oui, je pense que les deux ne s'aiment pas, là. Mais je veux dire, il a investi, je pense, quelque chose comme 45 millions de dollars de son propre argent, ce qui semble des peanuts maintenant, là, quand on compare à l'offre qu'il vient de faire. Pourquoi, dans le fond, c'est ça la question, pourquoi faire un offre hostile comme ça à quelqu'un qui n'en voulait pas? Ma réponse, ça serait pourquoi pas. Elon Musk, il ne faut pas avoir peur des mots, c'est un fasciste mégalomane. Ce gars-là, il se croit tout permis. Puis pour lui, sortir son argent, c'est une manière comme d'acheter tout et n'importe quoi. Donc c'est ça. Puis là, je défends pas Sam Altman qui a ses propres problèmes, là, mais je veux dire, c'est pourquoi pas, en fait. Mais est-ce qu'il y a un intérêt pour M. Musk à vouloir contrôler OpenAI, à avoir ChatGPT? Ouais. Assurément. C'est quelqu'un encore là qui est en mode un peu plein contrôle absolu de tout ce qui touche, autant au niveau de sa présence dans le gouvernement américain que de ses compétiteurs aussi, là, comme Sam Altman l'a fait remarquer dans le clip. Il y a un compétiteur, XAI, qui, n'innove pas grandement. Là, si ça, c'est la version d'intelligence artificielle d'Elon Musk? Exactement, oui, c'est ça. C'est une compagnie séparée. C'est ça. En tout cas, on n'a pas vu beaucoup d'innovation comparé même à DeepSeek la semaine dernière, où encore là, les choses bougent tellement vite, mais pas tant du côté XAI. Est-ce que c'est une manière pour lui de reprendre une mainmise sur cette industrie qui est grandissante et en explosion? Peut-être. Est-ce que ça répond simplement à un simple désir de vouloir absolument tout contrôler puis croire qu'on peut juste tout acheter avec son argent? Peut-être aussi. Ouais. DeepSeek, juste pour dire, ça, c'est le pendant chinois. Exactement. C'est une entreprise chinoise qui a développé un modèle qui s'appelle R1 récemment, qui est intelligence artificielle. Elon Musk, donc, il était dans le bureau ovale parce qu'il est à la tête de ce département qui a été créé par Donald Trump, donc pour l'efficience, pour améliorer l'efficacité, faire des compressions, notamment. Il y a des compressions qui ont été annoncées cet après-midi au département de l'Éducation, 900 millions de dollars d'ailleurs. En quoi l'intelligence artificielle peut aider Elon Musk dans cette mission de démanteler l'État américain? C'est l'ultime rêve libertarien, en fait. C'est la création de capital sans labeur. En fait, je vais mettre mon chapeau marxiste 2 secondes, là, mais c'est vraiment ça. On se débarrasse des gens pour pouvoir quand même faire de l'argent au maximum. On va implanter l'intelligence artificielle, on va implanter toutes les sortes de technologies qui n'impliquent pas des gens pour justement faire fonctionner l'État. C'est un peu une manière de revoir le fonctionnement de l'État au 21e siècle. Ce qui est légitime en soi. Je serais hypocrite de dire que je suis contre la technologie au gouvernement, mais c'est de la manière que c'est fait, évidemment. Mais c'est vraiment de tasser le plus possible les gens, de les sortir de l'équation, puis essentiellement le plus possible de tout rouler de manière automatique, de prendre des décisions de manière automatique, d'évacuer l'humain vraiment de la fonction publique pour justement en réduire à sa plus simple expression quelque chose qui est dans sa poche le plus possible, qui contrôle lui-même. Oui, parce qu'on le sait, il a dans son viseur des millions de postes, justement, qu'il souhaite être libéré dans sa tentative de démanteler, d'alléger l'État. Mais donc, cette idéologie, est-ce qu'elle vient avec certains risques aussi? On peut l'imaginer. D'abord, une déshumanisation, ça c'est évident. Mais quels sont les autres risques de tendre comme ça vers l'intelligence artificielle pour remplacer les gens?
Bien, là, présentement, c'est que tout bouge très, 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 très rapidement. Au-delà, si on fait abstraction du fait qu'il n'a jamais été élu, que Doge n'est même pas un truc approuvé par le Congrès, toutes ces manœuvres-là fascisantes, évidemment, le risque, c'est que l'appareil étatique gouvernemental américain, ce qui va en rester, va être vraisemblablement sous son contrôle. Moi, être Elon Musk, je me mets dans les souliers d'Elon Musk, là, puis j'ai un accès sans précédent à tout ce qui est système informatique du gouvernement américain, ce qu'il y a présentement avec son équipe. Pourquoi je ne mettrais pas des portes dérobées dans le système pour pouvoir y accéder une fois que je serai sorti de cette mission-là? Pourquoi que je me remplirais pas les poches d'informations? Parce que c'est pas tant l'argent. L'argent, il y en a, c'est pas un problème. C'est un gars obsédé par le pouvoir, puis son biographe, Seth Abramson, l'a très bien dit. Sam Altman a raison, il ne va pas bien. Puis ça vient de la bouche de son biographe qu'il connaît très bien. C'est un gars-là obsédé par le pouvoir. Pourquoi qu'il le ferait pas? Pourquoi il y a les clés du château? Pourquoi qu'il ne se remplirait pas les poches d'informations sensibles sur les Américains? Parce que justement, les tribunaux avaient bloqué ça, le fait qu'ils devaient avoir accès à de l'information, des informations personnelles, je pense même comme des numéros d'assurance sociale, tout ça, des informations, des données importantes sur des millions d'Américains. Ça a été bloqué par les tribunaux. Mais c'est parce que ça aurait pu être utilisé justement dans un contexte comme celui-là? Bien, il faut assumer que les données sont compromises. C'est aussi simple que ça parce que le département du Trésor américain a nommé DOGE, le Department of Government Efficiency, comme un acteur interne de menace. Donc, eux autres, le département du Trésor, les spécialistes en cybersécurité du département du Trésor considèrent ce département-là, qui n'en est pas un, comme une menace interne, la plus grosse menace interne auxquels ils font face. Donc, c'est pas juste moi qui dis que c'est un crackpot, là. Je veux dire, c'est clairement au sein même de l'appareil étatique américain, il y a du pushback là-dessus, puis il y a péril dans la demeure. Ça survient tout ça alors que c'était le sommet. Il y avait un sommet sur l'intelligence artificielle à Paris auquel participait J.D. Vance, le vice-président américain. Ça s'est terminé aujourd'hui. J.D. Vance qui a présenté une vision de l'intelligence artificielle pour les États-Unis qui était aux antipodes de ce que l'Europe voudrait, elle, qui voudrait plus de réglementation. C'est vraiment deux visions du monde qui s'affrontent. Là. Le vieux système néolibéral en Europe avec la réglementation, puis le move fast and break things de Donald Trump et surtout Elon Musk, où la réglementation n'existe même pas, puis c'est un frein à l'innovation. On le voit dans ses actions, on le voit vraiment. Là, c'est vraiment deux visions du monde qui s'affrontent là, présentement. L'avenir nous dira qui va gagner, mais je ne vois pas comment on peut réconcilier les deux positions qui sont diamétralement opposées. Oui, les États-Unis sont leaders avec l'intelligence artificielle et veulent le demeurer, finalement. Pour l'instant, on verra ce que la Chine va... La Chine bouge très vite. On verra ce qu'ils vont faire avec ça. Les États-Unis aussi, ça a été annoncé dès les premiers jours, justement, après la sermentation de Donald Trump. Il y avait ce projet là, avec des investissements de 500 milliards de dollars, Stargate, qui devrait créer 100 000 emplois aux États-Unis. En quoi ça consiste en terminant? Bien, ça, c'est un projet pharaonique de création d'intelligence artificielle générative, là, ce qu'on appelle une espèce d'intelligence artificielle vivante, là, qui a beaucoup de marketing autour de ça. Il faut faire attention. Sam Altman faisait partie de cette annonce-là, notamment. Oui, ça a dû faire tiquer Elon Musk, évidemment. Donc, là, il est critique de ça, très critique des compagnies de Sam Altman, etc. Là, c'est une immense annonce avec un chiffre bien rond de 500 milliards. On verra ce que ça donne, là. Mais au-delà des mots, faut-il livrer la marchandise. Et là, à Jériter, pendant ce temps-là, les Chinois progressent extrêmement rapidement en intelligence artificielle. Eux autres, ils ont l'État derrière eux, puis il n'y a pas de bisbille non plus. Là. C'est un parti unique. C'est un régime communiste. S'il y a beaucoup d'incertitudes, puis bien malin est celui qui pourrait prédire l'avenir là-dessus. Là. Très intéressant. Jean-Philippe Descaries-Mathieu, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.